C'est vraiment le plaisir de procurer cette détente, ce bien-être, à la personne qui reçoit le massage et d'être dans une connexion aussi parce que forcément, il y a une connexion qui se passe. Bonjour Anne-Hélène, Bonjour Leïla. merci d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui pour nous parler de ton parcours qui, j'en suis sûre, va inspirer beaucoup de personnes qui cherchent leur voie, qui cherchent du sens et qui sont parfois épuisées, lessivées ou qui ont un sentiment de vide. Donc, pour commencer à découvrir ton parcours, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi, d'où est-ce que tu viens, tes origines, tes racines? Bien sûr. Alors déjà, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être là avec toi aujourd'hui. Alors, je suis née en banlieue parisienne d'une maman qui était née en Algérie et qui était artiste peintre. Et il se trouve que elle aimait beaucoup le cinéma et elle faisait beaucoup de petits films en Super 8. Et mon père, stéphanois, ils sont connus d'ailleurs en Algérie, lui était féru de voyage. Et c'est vrai que c'était un peu le fil conducteur de sa vie. Il avait pensé être marin, finalement, il avait renoncé, mais voilà, son métier lui permettait quand même de partir assez souvent. Et quoi te dire de plus? J'ai une grande sœur et j'ai vécu vraiment une enfance très heureuse dans un milieu très, voilà, très cocooning quelque part. Mais la seule chose qui était difficile, c'est que ma maman était malade depuis mon enfance. Hmm. Depuis ma naissance, elle a accumulé un petit peu les problèmes de santé et jusqu'à son décès quand j'avais 27 ans. Et c'est vrai que quelque part, ça a eu une influence, une importance énorme dans mes choix plus tard par rapport à la santé et au bien-être. On y reviendra, mais c'est vrai que voilà, pour te donner un petit résumé, effectivement, je me rends compte que ce qu'elle a vécu a été effectivement très important, d'ailleurs pour ma sœur aussi, par rapport à une recherche de santé et de prévention, on va dire, pour justement ne pas vivre la même chose. Hmm. Ah, waouh, ok. Et donc, si on revient un petit peu, donc tu nous en parleras, et si on revient un petit peu sur donc ce moment où, donc plus jeune, quand tu as eu à faire des choix donc, dans cet environnement qui était assez cocooning, comment tu as fait tes choix professionnels, ou est-ce que tu avais déjà des rêves liés à cet environnement? Alors oui, il se trouve que le hasard de la vie m'y n'a jamais vraiment complètement. J'avais à peu près 11-12 ans. Nous sommes partis en famille en vacances et on a fait la connaissance d'un jeune homme qui allait démarrer des études de cinéma. Et il travaillait dans un club de vacances et en fait, il avait absolument pas le temps de préparer sa rentrée à Paris et notamment de trouver un logement. Et donc, il a chargé mes parents de lui trouver une chambre de bonne. Et il se trouve que mes parents lui ont trouvé quelque chose à côté de chez nous. Il est devenu un peu le grand frère que je n'avais pas. Il était souvent à la maison pour dîner, pour les week-ends, et puisqu'il était loin de sa famille. Et du coup, il me racontait son école de cinéma. Et plus effectivement un petit travail qu'on m'a demandé à l'école dans l'année suivante, de faire un petit film, c'était le déclic. Et je me suis dit que je ferais la même chose que lui. Probablement, j'avais hâte de passer mon bac pour faire exactement la même école. Waouh! Donc Donc, oui, ça c'était t'a vraiment donné un... très tôt. Je savais pas le métier exactement que je voulais faire encore à l'époque, mais il était certain que ce monde du cinéma, principalement, ou de l'audiovisuel, me donnait beaucoup, me faisait beaucoup rêver, en tout cas. Qu'est-ce qui t'a donné envie? Qu'est-ce qu'il te racontait qui te donnait envie, justement? Bah déjà, j'allais beaucoup au cinéma donc avec mes parents. Hmm. Ma mère était férue de cinéma, mon père aussi aimait beaucoup et donc c'était des sorties qui étaient assez récurrentes. Mais c'est vrai, l'idée même de participer à la fabrication d'images Hmm. et de montage et voilà, de scénario me donnait envie tout simplement et c'est vrai que ce qu'il me racontait, moi j'aimais pas forcément l'école. Bon, je me débrouillais, voilà, pas trop mal, Mhm. mais c'est vrai que j'avais hâte d'apprendre des choses qui m'intéressaient vraiment. En fait, c'était ça. Et Et il y a donc, beaucoup de choses qui m'intéressaient pas plus que ça. Et j'avais hâte donc de faire ce que j'aimais.
et ce dont il me parlait vraiment. Il y avait beaucoup de pratiques à l'école et pour moi, c'était voilà aussi l'occasion de me dire je serais moins souvent sur une chaise en train d'écouter de la théorie, mais plutôt d'être dans l'action. J'avais besoin de ça aussi, je pense. Donc tout était relié en fait, tout était là pour que je sois tentée par ce métier. Génial. Et donc, comment tu as fait au niveau de ton parcours scolaire pour aller vers ce métier? Alors en fait, ben, j'étais plutôt matheuse. Alors du coup, j'ai passé un bac D tout simplement. Et puis, j'ai postulé quand même pour d'autres écoles que la sienne. Mais il se trouve que j'avais un peu d'avance et j'ai trouvé sur le moment euh, une certaine injustice parce que je n'ai pas, bien qu'ayant mon bac, je n'ai pas réussi à faire tout, enfin notamment une grande école de cinéma parce que j'avais pas 18 ans. Et en fait, avec le recul, ben, c'était juste parfait parce que c'était vraiment l'école de ce jeune homme qui me correspondait en tout point. Et du coup, Oh. ben, par cette impossibilité de ne serait-ce que faire le concours, Mhm. du coup, j'ai fait vraiment la même école que lui et c'était juste génial. Et quelles J'ai ont arrêté été... mes études et voilà, j'ai enchaîné avec beaucoup de joie mes 3 années d'études. Génial. Donc, pendant 3 ans, après le bac, et quels étaient les cours? Est-ce que tu te souviens un petit peu des cours que tu avais à ce moment-là? Oui, bien sûr. Alors, il y avait quand même un peu de théorie. Par exemple, de l'analyse filmique. On a décortiqué les grands classiques d'Hitchcock, de Spielberg ou bien d'autres films encore. Il y avait de la photo aussi quand même. Il y avait bien sûr la prise de vue, alors vidéo et Super 16 à l'époque en film. Et puis, il y avait du son, il y avait de la lumière. En fait, l'idée, et je crois que mon école a beaucoup changé pour ça, et j'ai eu la chance, l'idée, c'était d'apprendre tous les métiers pour faire un film ou une vidéo, en fait. Donc, on passait par tous les postes, et ne serait-ce qu'en théorie. Et puis, il y avait l'écriture de scénario aussi. Il y avait vraiment beaucoup de choses qui me passionnaient. Et puis ensuite, on faisait beaucoup de pratiques, c'est-à-dire qu'on avait 3 projets en moyenne par an à réaliser. Et là, on devait constituer des équipes et choisir les postes qui nous plaisaient le plus. Et c'est vrai que moi, c'était souvent la caméra, la réalisation ou le montage, clairement. Voilà. Donc, ou script aussi, j'ai dû être script une fois, mais bon, c'était moins mon dada, on va dire. Est-ce qu'il y a un projet qui t'a marqué particulièrement pendant ces trois Euh, années? oui, c'est un projet, en deuxième année, c'est un court-métrage, une petite fiction qu'on devait faire de quelques minutes. Et c'est vrai que mes parents avaient une maison de campagne. Ma mère avait ramené d'Algérie, elle était très manuelle aussi, très artiste, des marionnettes qu'elle avait fabriquées avec sa sœur, qui étaient déjà, bon, les anniversaires, souvent, elle nous faisait des spectacles de marionnettes quand j'étais petite. Enfin, c'était quand j'étais vraiment petite. Mais là, du coup, ben, j'ai introduit en fait dans le scénario que j'avais écrit pour ce petit court-métrage, effectivement, le fait d'utiliser ces marionnettes. C'était un petit garçon avec son grand-père et on tournait dans la maison de campagne. Donc pour moi, c'était un lieu de fête, un lieu de vraiment que j'aimais beaucoup, cette maison avec un grand jardin. Donc voilà, c'était un projet qui, du coup, m'a permis d'être dans un environnement que j'aimais beaucoup tout en Hmm. faisant voilà, mon petit Que film tu aimes. Hmm. d'école. Exactement. Donc oui, tu as tout mis dedans, quoi. Voilà, Les ouais, marionnettes de ton enfance, la c'est ça, maison que tu aimes, et puis la passion pour la exactement. réalisation. Waouh, génial. Et à l'issue de cette école, est-ce que tu as eu il y avait un concours ou des examens pour valider justement cette école? Alors, je ne sais plus, je t'avoue, je ne me souviens plus exactement, mais j'ai reçu Oui. mon diplôme. Je pense D'accord. qu'il y a dû y avoir quelque chose. À mon avis, c'était une moyenne des notes et puis des Mhm. produits justement réalisés. Mais après, voilà, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait, je savais pas encore exactement si j'allais m'orienter vers la télévision ou le cinéma. On faisait quand même Mhm. beaucoup de vidéos aussi. Et puis, c'était le moment où les chaînes allaient exploser en France, c'est-à-dire qu'ils se sont créés énormément de chaînes peu de temps après. Et finalement, ben, j'ai très vite été happée par la télévision, même si j'ai fait quelques petits films en parallèle, mais en court-métrage, mais ça n'a pas duré longtemps. C'était tout de suite, très vite, la télévision à Cognac-G, à Paris. Et puis, d'abord un petit peu en son, qui n'était pas ma partie préférée, mais ça m'a permis de mettre un premier pied à TF1. Et puis après, assez rapidement, au bout d'un an et quelques, j'ai rebondi pour être derrière la caméra très jeune. Donc tu es derrière la caméra pendant combien de temps? Oh, bah écoute, j'ai commencé, je crois que j'avais 21 ans. J'étais vraiment une jeune caméraman.
Et j'ai la chance, voilà, que les connexions se fassent assez vite, travailler avec beaucoup de personnalités connues de l'époque. Et puis, donc j'ai toujours été en freelance, ça veut dire salarié à la journée, intermittent du spectacle, mais c'est aussi quelque chose qui me convenait parfaitement. J'ai réalisé plus tard que j'avais choisi un métier sans savoir finalement comment j'allais vraiment l'appliquer. Et finalement, c'était une évidence parce que très peu de postes étaient proposés en télé comme caméraman permanent. Donc, finalement, ben, comme la liberté, c'est quelque chose de très important dans ma vie, et bien du coup, effectivement, le fait d'être indépendante complètement et d'être salariée à la journée m'a permis beaucoup de liberté de choix de mes employeurs, de liberté de choix de mes périodes de travail aussi, parce que j'ai commencé à voyager et puis après à me former à différentes techniques de massage. Je t'en dirai plus après. Mais voilà, ça m'a offert finalement exactement la vie qui me convenait pour aussi faire autre chose à côté et avancer dans ma vie. Génial. Et comment ça se passait en termes de mission, juste pour comprendre? C'est-à-dire qu'il y a une émission sur un nombre de jours et toi, du coup, entre guillemets, enfin, ta prestation est commandée pendant un nombre de jours? Alors, oui, plus ou moins. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup d'émissions alors c'est vrai que je travaillais essentiellement en multicaméra. J'ai fait un petit peu de reportage au début de ma carrière. J'ai commencé Mhm. par travailler pour une chaîne pour enfants, Canal J, où j'ai fait un peu de reportage et d'émissions. Mais après, effectivement, pareil, j'ai été appelée à faire plus d'émissions et c'est difficile en télé de faire tout, en fait. Ils nous mettent un peu facilement dans des cases et en fait, c'est pas tout à fait la même façon de travailler en multicaméra, donc sur une émission ou une captation de spectacle ou de sport, ou travailler effectivement en reportage ou en documentaire. Donc finalement, je me suis retrouvée à faire surtout du multicaméra assez vite et beaucoup d'émissions se commençaient le matin et se terminaient le soir. Parfois même, on enregistre beaucoup d'émissions dans la même journée, hein. Ils avancent, Mhm. ils anticipent en fait des jeux, par exemple, ça arrive. Mais ça dépendait des émissions en fait. Et c'est ce que j'aimais aussi, c'est la variété. C'est-à-dire que j'avais pas toujours les mêmes horaires. Je me déplaçais dans différents studios. Parfois, c'était aussi en province. On avait des tournages à Mhm. l'époque avec d'autres moyens qu'aujourd'hui, où des émissions étaient délocalisées ponctuellement. Canal+ faisait beaucoup ça, par exemple. Donc c'est vrai que voilà, de temps en temps, ça m'amenait quand même à voyager tout en faisant des émissions. Déjà oui, dans ton métier. Et Ouais. quand tu dis multicaméra, c'est-à-dire que toi, tu as plusieurs caméras que tu gères, qui sont Non, positionnées. non, alors je comprends effectivement, ça peut porter à confusion. Multicaméra, c'est quand c'est une grosse équipe avec un réalisateur, une script, des gens qui font la lumière, des gens qui font le son et qu'on ait plusieurs caméramans. Donc Mhm. un caméraman derrière chaque caméra. Enfin, c'était comme ça. Aujourd'hui, c'est pour ça que mon métier aussi de caméraman tend à se raréfier, c'est que de plus en plus, il y a un caméraman en régie au lieu d'être sur le tournage lui-même. Et parce que toute l'équipe de réalisation est en régie, mais là aujourd'hui, il y a souvent un caméraman qui gère plusieurs caméras à distance. Et donc voilà, les choses ont beaucoup changé en fait et Donc, évolué. donc les caméras, elles sont toutes seules, enfin, automatiques, elles sont positionnées. Pas toujours, il y a encore heureusement quelques caméramans, mais de Ok. plus en plus sur certains types de tournages, comme des magazines, comme de l'info, etc. Effectivement, il y a un caméraman au lieu de 4, 5, 6 différents. Super. Ok, intéressant. Merci en tout cas déjà pour ce premier partage Avec hyper plaisir. enrichissant. C'est super intéressant. C'est un métier, c'est vrai qu'on ne connaît pas forcément et ça, c'est hyper intéressant. Et donc, durant le début des années 2000, tu fais le choix de prendre une année sabbatique. Qu'est-ce qui t'a amené à prendre cette décision? Est-ce que c'est venu d'un ras-le-bol, d'un appel intérieur, d'un événement déclencheur? Et où est-ce que tu étais à ce moment-là? Tu étais dans quelle région particulièrement? Alors, à l'époque, j'étais encore à Paris. Je travaillais Mhm. donc très souvent pour la télévision, toujours. Enfin, je travaillais bien. J'avais la chance, effectivement, de travailler de façon très récurrente. Et plusieurs événements, en fait, se sont cumulés pour déclencher ce départ. En 2002, j'ai une amie caméraman, justement, que je vois transformer. Je lui dis, mais est-ce que tu es amoureuse? Tu as fait quelque chose? Et elle me dit, je me suis formée au Reiki, je ne connaissais pas du tout. Et j'ai vu qu'elle rayonnait, qu'elle était vraiment transformée. Elle m'expliquait que c'était une technique de soins énergétiques. Et j'ai eu très vite envie de m'y former. Donc en 2002, quelques mois après elle, j'ai fait la même formation de premier niveau de Reiki, qui est vraiment donc une technique de soins énergétiques qui apporte bienfait, relaxation à tout niveau en fait, hein, physique, psychologique, éthérique.
Et j'ai vraiment ressenti les bienfaits. Je l'ai fait d'abord pour moi, j'avoue, comme on fait souvent. Et puis, de toute façon, à peine formée, j'ai commencé aussi à faire des petits soins à des collègues, à de la famille, et à voir combien ça marchait tellement bien et tellement simplement. C'était fantastique. Et puis, cette même amie m'a proposé une formation de shiatsu l'année suivante avec Mhm. Monsieur Dodoul à Paris, qui est vraiment un monsieur formidable, qui a écrit un livre qui était un best-seller, qui s'appelle Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Mhm. Et effectivement, je crois que c'est un de ceux qui a ramené le shiatsu en France. Et j'ai fait donc une année de session avec mon ami et donc chez Michel Audoul. Et ça a été vraiment formidable. Et juste avant de faire ma formation, je pars 3 semaines en Nouvelle-Calédonie avec une amie, visiter une amie qui était partie vivre là-bas. Et j'ai tellement aimé l'endroit que je me suis dit, oh, mais je ferais bien une année sabbatique de break parce que je sentais que je commençais à m'intéresser à des choses nouvelles Mhm. et, et que voilà, j'avais peut-être besoin de me poser pour réfléchir un petit peu à aussi ces nouvelles aventures. Et donc, j'ai décidé de m'organiser pour partir un an en Nouvelle-Calédonie. Au départ, ça devait être juste ça, Oh, pour wow. faire un break par rapport à Paris que je commençais à supporter de moins en moins au niveau de la pression, de la fatigue, du temps de trajet, etc. Mais aussi parce que voilà, je me suis dit que j'allais peut-être voilà, profiter d'une année pour réfléchir et prendre du recul. Et il se trouve que il n'y a pas de hasard, 2 mois avant de partir, un an, avec, c'est vrai, j'avais peu d'objectifs exactement sur place. Je vais à un dîner et je tombe sur un monsieur qui avait une école de massage dans le sud de la France. À l'époque, on ne pouvait pas faire du massage si on n'était pas kiné ou esthéticienne en France. Mhm. Et il m'a parlé pendant le repas de tout un tas de choses en me disant, ben, tu as déjà appris le Reiki. J'avais fait les 2 premiers niveaux de Reiki. Mhm. Le shiatsu, on ne met pas toujours le mot de massage devant, donc c'est possible de faire des écoles en France sans être esthéticienne ou kiné. Mais Mhm. toutes les autres, par exemple, moi, je ne peux pas te recevoir dans mon école, il m'expliquait. Et il me dit, mais pourquoi tu ne profites pas de ton année sabbatique pour aller à Bali, en Thaïlande et en Inde? Et là, tu auras la chance de découvrir des techniques, mais extraordinaires. Et ça a été une évidence. Le soir même, je regardais sur Internet éventuellement des écoles. Très vite, j'ai trouvé une école en Inde, en Thaïlande et pas à Bali. Mais je me suis dit, c'est pas grave, on verra. Je pars déjà en Nouvelle-Calédonie. À partir de là, je partirai dans ces 3 pays, c'est sûr. Et puis, on verra ce que je découvre, en fait. Et c'est comme ça que je suis partie. Incroyable. Et donc, si on retrace un petit peu ce périple, donc ce départ vers l'Asie pour comme un véritable voyage initiatique autour du massage. Donc déjà, pourquoi tu as commencé par, pourquoi tu as choisi des écoles de massage? Alors justement, parce que je crois que ce dîner a été important pour moi avant de partir, 2 mois à peu près avant de partir, parce que effectivement, ce monsieur a mis en lumière que je m'intéressais au bien-être, que ça avait l'air de me plaire et que c'est quand même dommage de partir un an sans avoir un objectif et que c'est pas facile Mhm. de prendre une année sabbatique. C'est vrai, ça m'avait demandé beaucoup d'énergie pour m'organiser sur tous les plans. Et il m'a dit, mais je pense que j'avais laissé ce vide pour justement pouvoir le remplir après ce dîner parce que ça a été un déclencheur incroyable de me dire, mais oui, évidemment, il a raison, je vais apprendre. Oh, j'ai envie de continuer d'apprendre, je ne peux pas en France. En fait, j'avais même pas conscience exactement de ça. Et c'est rigolo parce que j'avais évolué crescendo. Le Reiki, on ne touche quasiment pas les gens, ils sont habillés. Le Shiatsu, c'est aussi habillé. J'avais pas encore fait de peau à peau. Et je ne savais pas trop si j'appréhendais ça ou pas. Bien plus tard, je me suis souvenu que je massais beaucoup ma maman qui avait des problèmes de dos, mais voilà, c'était ma maman. Et pour autant, est-ce que j'aurais des appréhensions ou pas à masser les autres? En fait, je n'avais pas beaucoup de doutes là-dessus, mais Mhm. c'est vrai que j'avais commencé par des 2 techniques de soins qui étaient habillés. Et là, effectivement, je pouvais aller apprendre des choses aux sources même des pays complètement impliqués dans Mhm. le massage, en fait. Et je savais aussi que j'allais approcher l'Ayurveda. Et pour moi, c'était très important. Ça me parlait beaucoup, cette médecine traditionnelle, en fait. On y reviendra Mm. juste après. Donc si on reprend chronologiquement, la première étape, ça a été la Thaïlande. Donc tu as Oui. commencé par la Thaïlande. Déjà, quelle formation? Comment tu as choisi ta formation? Qu'est-ce que tu as fait en Thaïlande?
Alors de Paris, j'ai trouvé justement, en cherchant moi j'écoute beaucoup mes intuitions et en fait, en cherchant sur internet, j'ai trouvé qu'à Chiang Mai, il y avait une école qui s'appelait, International Training Massage, qui en fait était réputée vraiment, déjà excellente elle existait déjà depuis quelques années. C'était, Mhm. dédié aux occidentaux, bien sûr, mais c'était une formation de 5 semaines. On pouvait prolonger d'ailleurs si on voulait sur place, ce que j'ai fait d'ailleurs. Je suis restée 7 semaines Ah, parce qu'après on devenait assistant des professeurs, donc ça permettait vraiment de bien intégrer les choses. Mais voilà, j'ai choisi donc cette école qui me parlait en fait pour mon premier voyage en Asie. D'autant plus que j'étais partie de la Nouvelle-Calédonie et aussi ce que j'ai fait les 3 premières semaines en Nouvelle-Calédonie, c'est que j'ai cherché une jeune femme qui était de Singapour pour apprendre un peu mieux mon anglais. J'avais un anglais qui était assez médiocre. Et du coup, j'ai fait beaucoup d'anglais parlé avec cette jeune femme pendant 3 semaines avant d'arriver en Thaïlande. Et alors, ce qui m'a sauvée, c'est que c'était quand même euh, quelque chose de très... d'apprendre un massage, c'est du visuel. Moi, j'ai fait beaucoup de danse. Dès 3 ans, j'ai fait de la danse et en fait, c'est comme une chorégraphie. Donc, ça m'a beaucoup aidé, ça aussi, je pense, dans ce parcours. Mais voilà, le fait d'avoir repris des bases quand même d'anglais et que c'est pas non plus leur langue maternelle, ça m'a effectivement aidé. J'ai donc été crescendo en fait dans la difficulté par rapport au fait de bien assumer un bon anglais en fait aussi. et donc, avec cet anglais, tu as pu faire une formation de quel type de... Alors, de massage thaï traditionnel, c'était vraiment. Alors là encore, c'était vraiment habillé, effectivement. Le massage thaï traditionnel a pour particularité d'être très ancien et de travailler sur les lignes énergétiques. Et celui que j'ai appris à Chiang Mai travaillait aussi beaucoup le stretching passif, un peu comme du yoga passif, alors qu'à Bangkok, je crois que c'est beaucoup plus des manipulations, un peu ostéopathiques quelque part. Mais c'est vrai que c'est un massage fantastique que j'ai pratiqué pour mes proches pendant des années. Et puis pour diverses raisons, je l'ai lâché pour l'instant, mais ça m'a donné voilà, une expérience absolument incroyable et magnifique. Et au niveau des cours, est-ce qu'il y avait des cours d'anatomie, vraiment, il y avait des cours, on va dire, théoriques, ou uniquement la Oui, pratique? il y avait un peu de théorie. Il y avait surtout, au niveau de l'anatomie, c'était aussi surtout lié aux lignes des méridiens, en fait, puisqu'on Hmm, travaille beaucoup sur les lignes de méridiens. Chaque massage taille est vraiment un travail en profondeur sur ces méridiens qui sont très importants. Donc, ça a été surtout axé là-dessus au niveau de la théorie. d'accord. Et ensuite, t'es parti donc vers Bali. Pourquoi Bali? Exact. Alors, Bali me faisait rêver pour plein de raisons, mais ce monsieur, encore une fois, de ce dîner parisien, m'avait parlé de Bali en me disant, oh, ils ont des massages, mais fantastiques. Mais je n'avais pas trouvé d'école. À l'époque, il y avait une ou deux écoles tenues par des Américains qui étaient extrêmement chères. Mais comme il n'y a pas de hasard et que tout est bien orchestré, j'ai rencontré un couple à l'école de Chiang Mai en Thaïlande qui revenait de Bali. Juste avant d'arriver en Thaïlande, ils revenaient de Bali. Ils m'ont mis en contact avec une Française qui avait un petit bungalow là-bas et qui, en fait, s'était formée auprès d'une jeune femme balinaise qui travaillait dans un spa à Bali. Et je l'ai contactée, mais au départ, j'étais toute seule à voyager. Hmm, J'étais partie seule, en fait, pendant un an et j'ai connu aussi en Thaïlande une amie de Genève qui est devenue vraiment une grande, grande amie. Et elle aussi était partie pour un an, mais sans planifier autant que moi son voyage. Et elle m'a dit, mais je te rejoins, j'ai tellement envie d'apprendre ce massage aussi, ce qui fait qu'on a pu être modèle l'une pour l'autre, parce que c'est comme ça qu'on apprend les massages. On travaille toujours, on reçoit et on donne constamment. Et ça, c'est très important. Euh, et donc, on a appris à notre petit bungalow. Elle est venue, cette jeune femme qui travaille dans un spa, à notre bungalow, nous former à 2 massages. Un massage que j'exerce toujours d'ailleurs, un massage complet de Bali à l'huile de coco et un massage des pieds qui n'est pas une réflexologie plantaire, mais qui est un massage extrêmement relaxant et qui travaille quand même sur des points. Et donc, ça a été vraiment une chance à tout niveau. Et il faut savoir qu'à Bali, le massage est bien sûr fait partie des traditions, mais peut-être assez rude et assez puissant comme le massage thaï, un peu douloureux même parfois. Sauf que là, ce qui était fantastique aussi, c'est que comme elle travaillait dans un spa pour les Occidentaux, les massages avaient déjà été, on va dire, modifiés légèrement dans le style balinais, mais pour être plus
plus enveloppant, Hmm. relaxant et sans, voilà, ça avait déjà été un petit peu modifié pour Adapté. les occidentaux, adapté voilà, c'est des massages que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que tu dis que tu as été formée par cette femme parce que c'est compliqué d'être, enfin, ou à l'époque, c'était compliqué d'avoir une formation de massage balinais. Oui, en tout cas, à Bali, en France, toujours pour la même problématique, je n'aurais pas pu me former. Je ne sais pas s'il Mhm. existe d'ailleurs beaucoup de formations il y a plus de 20 ans, c'est pas sûr, de Bali. Aujourd'hui, oui, il en existe beaucoup, mais à l'époque, je ne pense pas. Et de toute façon, je ne pouvais pas apprendre un massage en France. Et c'est vrai qu'il y avait pratiquement pas d'école à Bali. Donc, ça a été pareil. Les choses se sont mises en place de façon extraordinaire, en fait. Génial. Et est-ce que c'est aussi parce que c'est réservé, c'est assez familial, enfin comment dire, les techniques, elles sont réservées pour les personnes qui sont à Bali? Je n'ai pas la réponse à cette question, mais c'est bien possible en fait. Bali est une île à part où tout est interconnecté, le quotidien, la culture, les soins, la religion. Donc c'est fort possible effectivement qu'il souhaitait préserver un petit peu aussi ses connaissances pour eux. Je ne sais pas exactement, mais c'est possible. Et qu'est-ce que ça t'a apporté cette nouvelle technique qui est donc plutôt du pot à pot pour quelqu'un qui a fait du Reiki, du Shiatsu, du massage Thai? Comment t'as vécu cette évolution? Alors là aussi, c'était en progressif puisque c'était une très bonne amie que je massais, donc aucune appréhension. Mais en fait, j'ai très vite compris que non, je n'en avais absolument aucune et que j'avais vraiment beaucoup de plaisir aussi à faire des massages à l'huile qui sont bien différents de ce que j'avais appris jusqu'à maintenant et qui complétaient parfaitement effectivement mes recherches de faire des choses variées aussi. C'est vraiment un maître mot dans ma vie de faire des choses variées d'une façon générale, que ce soit du temps de la caméra. J'aimais beaucoup faire des émissions à chaque fois qu'on m'appelait pour quelque chose que je n'avais jamais fait, j'étais très contente et c'est toujours le cas. Et découvrir ou permettre de découvrir des choses variées me plaît énormément aussi en massage. Comme j'ai apprécié de les apprendre, j'apprécie aujourd'hui de les faire découvrir en fait. Oh, wow. Et qu'est-ce que ça t'apporte de donner un massage personnellement en termes de bien-être? T'as adoré découvrir, connaître, les ressentir, apprendre. Et quand tu en donnes aujourd'hui, qu'est-ce que ça te procure? Je crois que c'est une histoire de partage. C'est vraiment le plaisir de faire découvrir ce que j'aime toujours autant. Je me fais masser régulièrement et c'est toujours des moments vraiment euh, de grand bonheur. Donc, je crois que c'est vraiment le plaisir de procurer cette détente, ce bien-être à la personne qui reçoit le massage et d'être dans une connexion aussi, parce que forcément, il y a une connexion qui se passe. Euh, la personne n'est jamais complètement passive. Il y a une sensibilité, une connexion d'âme à âme, je dirais aussi, qui se fait forcément à ce moment-là. Donc, c'est vraiment du partage aussi en même temps. Génial. Cap sur l'Inde. Troisième destination. Dans quelle zone de l'Inde et pourquoi ce choix? Oui, alors l'Inde, j'étais extrêmement attirée et en même temps, comme je pense beaucoup de personnes, j'appréhendais un peu parce voilà, on a une idée de l'Inde qui n'est pas toujours facile, mais ce pays me fascinait aussi. Et il se trouve que j'ai trouvé toujours avant de partir, dans ma lancée de recherche d'école, suite à ce dîner, j'ai trouvé une école dans le Kerala. Alors le Kerala, c'est la bande de l'Inde qui va jusqu'à la pointe de l'Inde, mais la bande ouest en fait, c'est le sud-sud-ouest jusqu'à la pointe de l'Inde, et c'est le berceau de l'Ayurveda. Donc ça faisait sens que je fasse pas forcément une école ailleurs que dans cet endroit magnifique. En plus, c'est vrai que c'est une partie de l'Inde qui est extrêmement belle. C'est des plages de Bien très cocotiers, verte. c'est ce qu'on appelle les backwaters, c'est les bras d'eau de mer qui rentrent dans les terres, des paysages fantastiques. C'est moins pauvre aussi que beaucoup d'autres régions de l'Inde. Et effectivement, il y a plusieurs écoles
qui permettent aux Occidentaux de se former ou alors de venir faire des soins comme le Panchakarma que j'ai reçu aussi suite à ma formation. Et j'avoue encore une fois être tombée sur une magnifique école créée par un jeune couple de médecins ayurvédiques et qui existe toujours d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas très longtemps, j'ai regardé, ils ont développé énormément leur école et 20 ans après, voilà, ils sont toujours là et ils font toujours les mêmes formations qui sont fantastiques, de plein de... En fait, on avait le matin, si je me souviens bien, de la théorie et donc on a découvert vraiment les principes principaux de l'Ayurveda. Alors, on n'a pas appris la médecine ayurvédique, c'est 5 ans d'études. Hein. Donc, évidemment, on n'était pas médecin suite à ça, mais j'y suis restée un mois et on avait quand même beaucoup de théories sur les grands principes de l'Ayurveda qui étaient très aidants à comprendre cette médecine extraordinaire et logique, pleine de bon sens aussi, je trouve. Et puis, beaucoup de pratiques. Alors, des massages aux pochons, aux herbes, au riz dans des décoctions d'herbes, des massages. Il y avait, je me souviens même un massage qu'on faisait avec les pieds. On se pendait à une corde et puis en fait, mais c'était l'objet de beaucoup de fou rire parce que des fois on glissait. Il fallait pas bien sûr heurter ou blesser ceux qui étaient gentils, qui étaient venus comme modèle. À l'école, on n'était pas nombreux, mais il y avait aussi, on apprenait aussi ce merveilleux soin qui fait couler de l'huile sur le front, qui est extrêmement apaisant. Enfin, il y avait une formation très complète, de nombreux massages en fait, et j'ai beaucoup apprécié. C'était vraiment très immergent et très complet en fait. Génial. Tu nous diras après quelles sont les prestations que tu as créées par rapport à cette expérience donc autour de l'Ayurveda. Et si on revient un petit peu sur ce que tu disais, le Panchakarma. Qu'est-ce que c'est? Tu dis que tu as vécu un Panchakarma. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et comment tu l'as vécu? Oui, alors en fait, le panchakarma, c'est le soin phare de l'Ayurveda. C'est le soin détox euh, par tout un process en fait qui se fait sur un mois en général. Et j'ai eu la chance de pouvoir enchaîner ma formation d'un mois avec ça. Et ça a été à tout niveau extrêmement intéressant parce que déjà, idéalement, il faut le faire à la période de la mousson parce que c'est assez fatigant. Donc, si en plus c'est la grosse chaleur, c'est vrai que c'est bien. Voilà, sachez que c'est bien de le faire au moment où, au contraire, la pluie est là parce qu'on a le droit de rien faire. C'est du repos absolu. On peut faire de la méditation, mais même pas de yoga. C'est vraiment une reconnexion à soi et une détente absolue. En général, le panchakarma, enfin même toujours, commence par comme un mini-jeûne et on doit juste absorber une quantité de ghee. Alors le ghee, c'est du beurre clarifié. C'est vraiment l'un des aliments phares de l'Ayurveda parce que le ghee a cette capacité d'aller chercher les toxines des cellules et de les évacuer. Donc en fait, on boit du ghee puis après beaucoup d'eau chaude pour faire passer parce que c'est pas très agréable. Et en fait, le corps vous dit, en général, c'est entre 2 et 4-5 jours le temps où on ne fait que ça, de ce mini-jeûne au gui. Moi, j'ai eu la chance, c'était que 3 jours, je crois, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile. Mais, et une fois qu'on a arrêté ça, alors on reprend une petite alimentation légère végétarienne. Et là commencent 3 semaines différentes de traitement où pendant chaque semaine, on va recevoir tous les jours le même massage. Et puis, par exemple, on va compléter avec la première semaine, il me semble que c'était des bains de vapeur. Alors, selon l'Ayurveda, on ne met jamais la tête dans le hammam ou le sauna, donc la tête est toujours extérieure. Mais le corps va recevoir effectivement une vapeur avec des herbes pour vraiment éliminer et détoxifier. Donc, on avait en général un massage au pochon dans un certain style, puis bain de vapeur. La deuxième semaine, c'était d'autres massages pour drainer, détoxifier un peu différent. Et la troisième semaine aussi. Et elle doit se terminer par l'élimination de ce gui d'une façon ou d'une autre. Donc, en général, il y a 2 moyens principaux. C'est le lavement ou j'ai un trou de mémoire. Euh, mais effectivement, voilà. Là, c'est vraiment la finalisation de toute cette préparation de détoxification et de drainage de toutes les toxines du corps. Voilà. Et on finit par l'élimination, tout simplement. Mais c'est vrai que ça peut être fatigant sur le moment, mais après, c'est assez incroyable en termes de récupération d'énergie et des bienfaits divers et variés. Comment tu t'es sentie après?
c'est ça. Après, je continue un petit peu encore mon voyage. C'était un peu les derniers temps avant de rentrer, mais je suis repassée par la Nouvelle-Calédonie, mais je me sentais vraiment bien. Ouais, j'étais très, très heureuse. Ouais, c'était. Reboosté. Oui, absolument. Oui. Et puis Génial. surtout, j'avais reçu quotidiennement des massages que j'avais appris. Ça m'a permis de les intégrer énormément, en fait. Ouais. C'est toujours et très important, quand on apprend les massages, si on peut, de les recevoir aussi beaucoup. Parce que le corps a une mémoire, en fait, qui est très puissante. C'est intéressant. C'est-à-dire que pour bien masser ou bien savoir masser, il est important de se faire masser. Très. Wow. Merci Avec pour plaisir. ces infos, pour cet échange. Ça, c'est génial, super intéressant. On va continuer avec le dernier volet qui est aujourd'hui. Aujourd'hui, Anne-Hélène, tu as ouvert ton propre cabinet qui s'appelle j'arrive Ah pas. là, je t'en prie. Oui, c'est pas facile parfois. Désolée, Je te Aana. Oui, Donc j'espère que je le prononce mieux. Aana, qui a donc deux A-H-A-N-A, aux sources du bien-être à Thonon-les-Bains. La première question, c'est quand est-ce que tu as ouvert ton cabinet? La seconde, qu'est-ce qui t'a amené à ouvrir ton propre cabinet entre ces voyages, ces premiers pas en tant que caméra-woman en région parisienne? Qu'est-ce qui s'est passé entre tout ça? absolument. Alors, ce qui s'est passé, le premier déclencheur quelque part, qui était nécessaire aussi, c'est mon départ de Paris pour Thonon-les-Bains. Ça faisait un moment que je voulais quitter Paris et je cherchais un bord de mer. J'avais besoin de l'eau et en fait que je ne trouvais pas. Donc, et j'avais déjà pensé à m'installer en Nouvelle-Calédonie et puis après en Inde. Mes projets ne sont pas aboutis parce que j'ai réalisé qu'il y avait des choses qui ne me conviendraient pas complètement. Donc, j'avais renoncé et c'est pourquoi je restais à Paris avec mon métier quand même de caméraman tout en faisant, depuis le départ de mes formations, plaisir à certains de mes proches par la pratique de mes massages, mais ça restait voilà, relativement ponctuel et pas professionnel. C'était vraiment juste pour voilà, faire plaisir à mes proches. Et puis, j'ai eu un déclic effectivement suite à un stage de méditation. J'ai eu un déclic en me disant mais non, mais c'est pas un bord de mer que je cherche. Pourquoi pas le lac Léman puisque depuis des années, depuis ma rencontre avec cette amie Maya que j'avais rencontrée en Thaïlande, qui m'avait suivie dans mes formations, je venais la voir à Genève et à chaque fois, j'ai trouvé magnifique ce lac Léman, ces montagnes et j'aime aussi beaucoup la montagne. Alors voilà. Et à partir du moment où je me suis dit c'est là que je vais aller, j'ai enclenché le fait de quitter Paris en partie Mhm. pour au moins voilà, m'installer et puis y passer 15 jours hein, par mois. Et pendant 4 ans, effectivement, je faisais encore 15 jours à Paris pour travailler à la télévision. Ok. Parce que je ne savais pas que j'allais encore complètement me reconvertir. Et puis finalement, voilà, divers événements privés et autres ont fait que il y a maintenant 3 ans, je me suis dit, j'arrête mes allers-retours à Paris. J'arrête la télévision à Paris. Je continue juste un petit peu à Genève où je travaillais depuis mon installation à Thonon. Et je me pose et je vais peut-être engager enfin ma reconversion. Donc j'ai pris, oui, 7-8 mois pratiquement de pause enfin de pause. C'était pas complètement une pause puisque j'ai commencé à mettre en place effectivement les protocoles que j'allais choisir, qu'est-ce que je pouvais faire comme nouvelle formation, comment j'allais créer mon site internet. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça et jusqu'au jour où ben, la vie a fait aussi qu'une première amie m'a proposé elle avait son cabinet, mais elle allait effectivement pouvoir recevoir 4 thérapeutes entre guillemets, ou 4 praticiens massage ou différentes thérapies. Et donc, juste au moment où j'allais chercher un point Mhm. Pour t'installer. sur ton nom, et ben voilà, elle me propose ça. Donc, j'ai commencé c'était il y a 2 ans à peu près. Mhm. Et l'idée, c'était de faire une carte avec des massages du monde, puisque l'une des choses très importantes dans ma vie, j'ai toujours beaucoup voyagé, et c'est d'ailleurs les voyages aussi qui m'ont donné envie et qui m'ont fait découvrir les massages. Ça aussi, c'est une part que j'ai pas forcément pensé à dire, c'est que voilà, j'avais dû jeune me faire masser aussi en Afrique du Nord. Je connaissais pas encore bien l'Asie, mais j'avais déjà eu une approche des massages. Donc finalement, eh bien, effectivement, j'avais envie de faire une carte qui permette d'avoir des massages extrêmement distincts les uns des autres, que les gens Mhm. puissent vraiment choisir
quelque chose en fonction de leur envie et que je les amène en fait d'une certaine façon à voyager à chaque fois de façon différente. Donc voilà, c'est tout ça que j'ai réfléchi à mettre en place. Et puis ça s'est fait dans ce premier cabinet. Et j'y suis restée un petit peu moins d'un an parce que voilà, j'ai eu besoin d'un endroit plus calme. Les massages demandent effectivement d'être dans une atmosphère et c'était fantastique pour démarrer, mais il y avait des cours de yoga, il y avait voilà, du Qigong, il y avait beaucoup de choses, beaucoup d'effervescence et parfois c'était un petit peu plus difficile et je sentais le besoin c'était une première étape, mais je sentais le besoin de faire autrement. Et une de mes collègues qui était aussi là-bas, dans ce premier cabinet, m'a dit, écoute, moi, je vais partir créer un endroit et j'aimerais bien qu'on travaille ensemble. Et ça s'est fait tout aussi naturellement. Voilà. Et là, ça fait à peu près un an que je suis place du marché à Tournon-les. Comment tu expliques la signification du nom de ton cabinet? Alors, à Anna, en fait, déjà, je suis très sensible et très amoureuse de l'Inde. Et j'y ai passé quand même beaucoup de temps parce que je suis repartie aussi 3 mois après. J'ai fait d'autres voyages en Inde après cette année sabbatique. Et ces 3 mois au cours de cette année déjà en Inde. Et l'Inde, c'est vrai que c'est un pays qui est récurrent dans ma vie. Donc, je voulais un nom sanskrit pour mon cabinet. Et il se trouve qu'en voyage, mon prénom est quand même extrêmement difficile. Quand on me demande comment je m'appelle, Anne-Hélène, c'est long et c'est pas facile pour beaucoup de personnes, surtout en Asie. Alors souvent, c'était Anna. Et donc, j'ai cherché un prénom sanskrit qui se rapproche le plus possible de Anna, que je donnais comme prénom facilement quand je voyageais. Et donc, naturellement, j'ai trouvé Ahana. Et en plus, Ahana signifie effectivement le début de quelque chose en fait, les premiers rayons de soleil, je crois exactement. Donc, c'était pour moi voilà, plein de significations au moment où je démarre quelque chose de nouveau. Incroyable. Génial. Tellement, ouais, la signification. En tout cas, le début est un bon début. C'est ce que je te souhaite. Merci beaucoup, Leïla. Merci. Et donc, pour continuer, on va aller sur cette carte des massages du monde que tu pourrais nous détailler pour les personnes qui souhaiteraient venir justement découvrir tes massages. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quels sont aujourd'hui les massages que tu proposes? Et donc par rapport à tout ce que toi tu as pu découvrir aujourd'hui, quels sont les différents massages qui sont sur cette carte? Avec plaisir. Merci effectivement de me permettre de les présenter aujourd'hui. Donc, comme je disais, j'ai essayé de faire une carte vraiment avec des choses très distinctes. Comme j'ai appris une vingtaine de massages différents, j'ai fait des choix euh, pour justement cibler des voyages différents à chaque fois. Alors, le massage ayurvédique que j'ai choisi parmi tous ceux que j'avais appris, il est typique du Kerala, du sud de l'Inde. Il est très atypique également. C'est que parce qu'il se fait, alors comme la plupart des massages ayurvédiques, avec beaucoup d'huile de sésame chaude. Déjà, j'attache beaucoup d'importance à utiliser que des huiles pures et des produits bio. Et ce massage se fait le plus semblable à comme je l'ai appris. Là-bas, c'est sur une table en bois avec un petit rebord parce qu'il y a beaucoup d'huile. Là, c'est sur une toile cirée parce qu'effectivement, je vais utiliser beaucoup plus d'huile que pour un massage classique, de l'huile chaude. L'huile de sésame a beaucoup de propriétés et c'est un massage que je fais les mains jointes par les pouces pendant toute la durée du massage, avec des grands mouvements en fait. Et c'est un massage qui du coup est très hypnotique. Il fait partie des Abhyanga, c'est la famille des Abhyanga, qui signifie application d'huile. Et en fait, c'est un massage où les mouvements semblent se ressembler, mais sont très souvent modifiés. Mais du coup, on rentre dans une espèce de détente hypnotique et ça permet de relâcher vraiment vite, vite, vite le mental et le corps aussi, évidemment. Voilà, ça c'est le massage ayurvédique que j'ai choisi de faire. Après, il y a le massage baliné dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure, qui a l'huile de coco, vraiment des pieds à la tête, très spa. Donc, c'est avec un paréo où je découvre que la partie que je masse. Et c'est vraiment un massage extrêmement complet avec beaucoup plus de pétrissage, qui est un peu plus sportif puisqu'on va travailler beaucoup plus en profondeur, mais en même temps une relaxation, voilà, avec des manœuvres diverses et variées et dans un style très baliné. Ensuite, je fais du shiatsu aussi, encore, qui est donc sur un tatami
au sol habillé. Et là, on travaille sur les méridiens avec soit la main complète, soit des appuis des doigts sur les méridiens en profondeur. Et puis, le quatrième massage du corps que je fais, c'est l'Amazone. Alors ça, c'est une de mes dernières formations qui date à peu près un peu plus de 2 ans maintenant et qui est atypique. C'était créé de toutes pièces par un monsieur qui a beaucoup voyagé lui aussi et qui, notamment auprès de chamans en Amérique latine, et il a créé ce massage de toutes pièces qui est sur table mais sans huile. Au son du tambour chamanique, on se cale sur le rythme du tambour et là, on part dans des balancements, des lancers de bras, de jambes, des étirements de bras, de bassin, de dos. Et plein de petits, comme il n'y a pas d'huile aussi, on utilise beaucoup les petites manipulations sur les fascias. Et c'est un massage qui est extrêmement original aussi et qui permet un total lâcher prise, puisque effectivement, notamment quand je fais des lâchers de bras et de jambes, si on est dans la retenue, ben, je ne peux pas œuvrer. Donc du coup, la personne se rend compte et elle lâche d'autant plus. Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi. Et puis après, je pratique un massage du visage indien, pareil, très relaxant, typique du sud du Kerala. Un liftant japonais du visage qui ressemble beaucoup au Kobido, qui d'ailleurs est inspiré du Kobido et d'un autre massage traditionnel japonais, et qui est sur le visage, le crâne, le décolleté. Et on n'imagine pas à quel point rien que ces zones-là peuvent être extrêmement relaxantes. Et il a l'avantage de créer un coup d'éclat et un effet effectivement liftant, puisque repulpant un petit peu sur le moment, oui, pour quelques jours aussi. En général, c'est assez intéressant. Et après, il y a le massage des pieds balinés, que j'ai appris effectivement sur place avec la même jeune femme, qui est un massage, les pieds, on retrouve tous les organes du corps, comme dans les mains et le visage d'ailleurs. Et ça permet effectivement une relaxation profonde, et on travaille quand même des points type réflexologie plantaire. Ensuite, je pratique le soin énergétique Laoshi. Alors aujourd'hui, je pratique plus le Reiki. Le Laoshi, c'est une autre fréquence de guérison et de soins énergétiques que je trouve aujourd'hui, voilà, qui me correspond mieux aujourd'hui, plus simplifiée, qui va plus à l'essentiel, que j'aime beaucoup et que je trouve très puissante, et qui permet effectivement déjà une relaxation profonde, mais aussi qui va toucher effectivement les corps éthériques, comme le corps physique, comme effectivement parfois ça va réparer des brèches qui peuvent être créées par des traumatismes ou des anesthésies ou divers et variés. On travaille vraiment dans le subtil, et parfois aussi c'est surprenant comme les soins énergétiques peuvent euh, permettre des effets en fait qu'on n'imagine pas ou qu'on n'attend pas. Par exemple sur la résolution de problèmes, des questions auxquelles on n'avait pas de réponse. C'est assez étonnant, effectivement, les soins énergétiques, comment ça peut effectivement rayonner sur différents plans. Et pour finir, je pratique aussi le Shinitsang, qui est un massage du ventre qui fait partie de la médecine chinoise traditionnelle. Shi veut dire énergie, Netsang, organe interne. Et en fait, c'est un soin qui se déroule en quatre parties, et qui est très intéressant effectivement pour travailler notamment les émotions qui sont liées à chaque organe. Mais on sait aussi que le ventre, c'est le deuxième cerveau, et il s'y passe beaucoup de choses au niveau de l'immunité, au niveau de voilà émotionnel, et de bien d'autres choses encore, mais et qui est très intéressant aussi. Voilà. Wow. Je crois que j'ai rien oublié, il me semble. Donc là, il y a le choix. Et comment, du coup, tu choisis pour une personne? Comment tu conseilles une personne par rapport à cette carte très riche? Alors, tu as raison. Parfois, en fait, Leïla, les gens appellent et savent exactement ce qu'ils veulent pour X raisons. Voilà, ils ont l'intuition de je sens que c'est ça, donc on prend rendez-vous directement. Et puis parfois, les gens sont dans l'hésitation, et dans ce cas-là, je leur dis surtout, vous m'appelez, et puis on en parle. Et en discutant, en fait, en- avec la description des différents massages qui complètent celles que j'ai déjà faites sur mon site internet,
Parfois, c'est un déclic, voilà, l'envie va naître en fait chez les personnes et ça peut être en fonction de certaines problématiques, ça peut être en fonction de l'envie de leur moment. Donc, je vais essayer de effectivement les aiguiller au mieux pour que le massage réponde en tout point à leur envie du moment en fait et leurs besoins. Donc oui, tu vas les écouter, leur poser des Voilà, questions. exactement. Et Je prends là, du coup, le temps de discuter au téléphone et j'apprécie beaucoup, surtout quand quand ils ne sont jamais venus, effectivement, c'est ce que je fais. Et parfois, ils viennent une première fois et comme j'offre toujours une petite tisane après, on discute parfois aussi des autres soins et voilà, c'est l'occasion de voir ce qu'ils aimeraient éventuellement faire pour une autre fois. c'est un vrai moment de détente. Exactement. J'ai personnellement testé le massage ayurvédique. Il me semble que c'est Oui, celui-ci avec l'huile de exactement. sésame qui est Oui. génial. Une grande détente, beaucoup d'huile. Moi, j'avais besoin de beaucoup d'huile. Alors pourquoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, je le conseille et je conseille tes prestations. C'est vraiment un super moment pour soi, Merci beaucoup, Leïla. Oui, je me souviens très bien de ta venue et c'était bien ce passage-là que tu avais reçu. ce massage. Et donc, les dernières questions. Donc, on a vu à qui tu proposes ces massages, Anne-Hélène. Finalement, c'est un petit peu à tous ceux qui sont curieux déjà de découvrir des choses un petit peu originales, parfois dans le style des massages que je propose. Mhm. Parfois, c'est des personnes qui... j'ai aussi des gens qui n'ont jamais été massés et ça, c'est chouette de faire découvrir ce qu'est le massage euh, véritablement. Il y a des personnes qui... comment dire? C'est très varié en fait. D'une façon générale, euh, je vois, ce qui me fait plaisir, c'est que je vois que de plus en plus de gens prennent soin d'eux. En fait, c'est Mhm. ça voilà. La réponse surtout, c'est de plus en plus de personnes qui découvrent la nécessité de prendre soin d'eux Oui. en amont, avant, éventuellement. On est quand même dans une société qui va très vite. Et, Mhm. euh, et je vois même parfois des gens qui sont dans le soin et qui sont eux-mêmes à bout. Mhm. Et j'en ai vu particulièrement ces derniers temps. Et c'est vrai que, voilà, je crois que les soins que je propose s'adressent aussi beaucoup à ceux qui veulent faire une vraie pause Mhm. et prendre soin d'eux en anticipant aussi sur des problématiques, puisque les massages ont vraiment des vertus incroyables aux soins énergétiques pour faire descendre le stress. Et le stress, c'est quand même le point qui malheureusement engendre le plus de problématiques. Donc c'est vrai que ça apporte au niveau du sommeil, ça apporte au niveau de la détente musculaire, au niveau de la détente psychologique. Oui. Et c'est pas pour rien que ça fait partie de toutes les médecines traditionnelles. C'est en Occident qu'on a oublié hein, beaucoup les massages. Mais grâce au Mhm. voyage, j'ai l'impression que de plus en plus de gens redécouvrent ces bienfaits dans différentes parties du monde. Et aussi, bah, il y a de plus en plus de gens qui pratiquent le massage et ça, je trouve ça formidable parce que petit à petit, effectivement, les gens voient les bienfaits et, euh, Mhm. et l'intérêt de faire des pauses et des pauses cocooning, des pauses détente, des pauses. Donc, en fait, c'est vraiment à toutes ces personnes-là que s'adressent les différents massages et soins énergétiques que je fais. Super. Ben, en tout cas, voilà, ça va certainement motiver aussi ceux qui n'osent pas se faire masser. Oui, il y a ça aussi. Parfois, il y a une petite appréhension, mais il ne faut pas oublier que, il y a, par exemple, d'allier un massage du visage avec un massage des pieds, si on est un petit peu pudique, eh bien, on n'imagine pas à quel point la détente, elle est presque aussi, voire aussi importante qu'un massage du corps. Mhm. Bien sûr. Par le toucher, il y a... C'est ça. C'est par rapport au moment de pause. Et puis, le visage, la tête, les pieds, effectivement, vont amener une détente malgré tout générale. Et si on revient un petit peu à toi, Anne-Hélène, est-ce que tu continues aujourd'hui de te former? Est-ce qu'il y a d'autres dimensions du soin que tu souhaites ajouter aussi à ce côté massage, à ce côté bien-être
que tu vas éventuellement peut-être proposer dans l'avenir à aux personnes qui viennent dans ton cabinet? Alors actuellement, là tout de suite, j'ai pas prévu de nouvelles formations parce que j'en ai fait encore récemment quelques-unes. Donc le Shinitsang étant la dernière que La j'ai faite. dernière. Ok. Mais c'est vrai que de toute façon, j'adore apprendre. J'adore effectivement continuer de m'émerveiller. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, on a vraiment un choix mais extraordinaire en termes de Oui. formation et de propositions. Donc, je commence à y réfléchir effectivement pour voir qu'est-ce que je pourrais effectivement Super. proposer bientôt de supplémentaire. Donc déjà, aujourd'hui, donc, pour résumer, une carte avec des voyages, j'ai dit, lapsus, avec des Oui, massages qui vous font voyager, avec des massages du monde, qui va voilà. certainement s'enrichir avec ton enrichissement personnel. Toutes les personnes qui souhaitent découvrir tes massages peuvent te trouver dans ton cabinet à Thonon-les-Bains, en région Rhône-Alpes. Et donc, pour terminer cette interview, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Anne-Hélène? Eh bien, écoute, que ça continue et que j'arrive à développer encore mon activité pour voilà, permettre ces partages que je recherche de plus en plus et faire connaître voilà, ce que je fais. Moi, je te le souhaite en tout cas. Je te souhaite de continuer de développer cette activité, de continuer de faire découvrir ces massages et de continuer de prendre du plaisir à les faire découvrir. Merci en tout cas. Un grand, grand merci à toi, Leïla. Vraiment, j'ai passé un excellent moment et puis merci beaucoup pour encore ton invitation et ce partage.